Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les rendez-vous de l'histoire avec aujourd'hui, l'histoire du grand séminaire de Besançon. On va l'évoquer avec Bénédicte Baudouin. Bénédicte Baudouin, bonjour. Bonjour. Vous venez d'éditer un ouvrage, Il était une fois, F-O-I, le grand séminaire, l'histoire du grand séminaire de Besançon, des origines à nos jours. Alors, si vous avez publié cet ouvrage, parce que nous fêtons le 20e anniversaire, en quelque sorte, de la restauration du grand séminaire, enfin, du centre diocésain que nous connaissons aujourd'hui, qui était auparavant le grand séminaire de Besançon. Alors, vous avez fait quand même un travail très important au niveau des archives, au niveau de l'iconographie, etc. Un travail qui vous a pris, je crois, un certain temps et qui vous a sans doute passionné, Bénédicte Baudouin. Oui. Je rappelle que vous êtes historienne aussi. Hein. Oui, un travail bien intéressant, mais qui était parti aussi d'une exposition qu'on avait fait juste avant le Covid, donc en 2018. Il était une fois le séminaire. Et on avait trouvé qu'il était dommage de perdre tous les textes qui avaient été faits pour cette exposition. Je pensais simplement les rassembler. Je me suis aperçu, non, qu'il fallait rechercher encore des éléments, rechercher des photos, et puis essayer de... Enfin, mon but était vraiment de rentrer dans la vie quotidienne du grand séminaire, ce que c'était. Alors bien sûr, il y a encore des prêtres pour nous le dire, mais pour les années 60-70, moi je voulais comprendre avant, comment c'était venu, pourquoi il y avait des séminaires, quel était ce grand projet. Est-ce qu'il y avait, je dirais, d'une certaine manière, Bénédicte Baudouin, des archives suffisantes pour, je dirais, argumenter et écrire cet ouvrage? Alors, des archives, il y en a, mais moi, j'en ai vu une si petite partie. Oui, il y aurait tellement à faire. Ça n'est pas vraiment trié. Il y a les archives, le fond du grand séminaire dans lequel il faut piocher, mais rien n'est... Voilà, c'est au hasard des découvertes. Je suis tombée par exemple sur un emploi du temps, j'étais ravie parce que enfin je voyais écrit ce qu'il en était. Je suis tombée sur un menu. Un séminariste a eu la bonne idée d'écrire ces menus et la feuille a été conservée, mais tout ça c'est un petit peu du hasard. Et il faut tomber dessus. Puis des photos aussi. Alors les photos, oui, et il n'y en a pas tant que ça. Oui. Non, c'est un peu tout. Puis alors le problème des photos, c'est qu'elles ne sont jamais datées. Oui, c'est ça. Et ça c'est bien dommage. Oui. Mais bon, chacun essaye de reconnaître quelqu'un, mais... Voilà. Alors vous avez été aidé dans ce travail, il faut la noter quand même, Clarisse Henriot-Collin. Clarisse Henriot-Collin, oui, qui est une étudiante, là, qui termine un master, et qui a été remarquable pour la mise en forme et d'une patience incroyable. Moi, je rédigeais, elle mettait en forme. Mais voilà, c'est vraiment un travail à nous deux. Oui, et qui vous avez pris combien de temps, Bénédicte? Oh, là, ça fait bien 1 an et demi qu'on était dessus toutes les deux, mais il y a tout ce qu'il y a en amont, évidemment. Voilà, un ouvrage donc que j'ai sous les yeux. Alors, on va donc faire l'histoire, en quelque sorte, de ce grand séminaire de Besançon, avec sa fondation, parce que si on va parler des origines, de la création des grands séminaires dans notre Église catholique, mais on va peut-être revenir tout de suite à la fondation du grand séminaire de Besançon. Oui, parce que nous avons dans la chapelle un vitrail côté rue, donc côté rue Mèchevent, autrefois rue Saint-Vincent. Rue Saint-Vincent, oui. Mais qui est remarquable parce que, d'abord très clair, il est de Félix Godin, comme tout le reste de la chapelle, donc de 1894, mais qui est vraiment un hommage au fondateur. Donc, il représente la façade de la chapelle, mais avec 3 bandeaux de pierre, sur lesquels il est marqué Antoine Ier Fundavit, François-Joseph, alors tout ça en latin, Ampliavit, et Antoine Pierre de Gramont Perfecit. Bon, je crois que c'est pas la peine de traduire, on l'a compris, mais voilà, un hommage aux 3 fondateurs. Les fondateurs, c'est la famille de Gramont. Oui. Grande famille d'ecclésiastiques, de prélats. Oui, et de Villers-Sexel aussi. Oui. Hein. Et c'est vraiment eux qui sont à la base de la fondation. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la Franche-Comté et Besançon sont français depuis pas très longtemps. Hein, depuis le traité de Nimègue en 1672, oui. 78. 78 officiellement, oui. Oui, officiellement. Et puis... quand Antoine Ier de Gramont, il faut voir le sacre, dans quelles conditions il a été fait, c'est assez extraordinaire, je verrai si j'ai le temps d'en parler, mais quand Antoine Pierre de Gramont monte sur le trône épiscopal, il va y rester pendant 35 ans. Donc c'est 35 ans de calme, il n'y a plus de guerre. 35 ans, il est favorable à Louis XIV, il est favorable à la France, qui n'est pas le cas de tous les francs-comtois. Non, mais voilà, et cette période-là fait qu'enfin, un séminaire peut être construit. Quand Louis XIV fait la conquête d'une ville, il lui faut 2 éléments, un hôpital
pour que les miséreux ne traînent plus dans la rue. Sûr. Et d'autre part, un séminaire. Voilà. Mais en fait, il faut remonter 100 ans avant pour comprendre pourquoi enfin cela peut se faire à Besançon. Voilà. Alors l'origine des grands séminaires, quel est-il exactement? On sait qu'il y a eu la réforme luthérienne. Est-ce qu'il y a un concile qui va en quelque sorte promulguer la création des grands séminaires dans l'Église catholique? Oui, parce que avec la réforme, à partir de 1517 et Luther, qui se propage très très vite. Ici, c'est le Saint-Empire romain germanique, catholique, et il y a une contre-réforme, enfin ici, mais dans toute l'Europe. Ici, c'est l'Empire romain germanique, mais toute l'Europe se heurte à cette réforme qui se répand très très vite, et notamment dans le Saint-Empire romain. Et à Rome, on décide la réunion du Concile de Trente. Alors je devrais dire de Trent, de Trente en Italie. 1545-1563. 1563, voilà. Et il y a énormément à faire. Il faut absolument réformer le clergé. Les prêtres célèbrent la messe un peu comme ils veulent, un peu comme ils peuvent. Il y en a qui ne connaissent plus le latin. Or, le latin est la langue officielle de l'Église. Ils ont des mœurs pas toujours recommandables. Par exemple aussi, il n'y a plus le port de la soutane. On avait abandonné la soutane. Les sacrements n'avaient plus grand sens. On communiait 2-3 fois par an, on se confessait la veille de sa mort, enfin voilà. Et devant cette réforme qui progresse, il faut absolument une contre-réforme. Et c'est ce que va faire le Concile de Trente. Et parmi les décisions, il y a vraiment la décision de créer, de fonder des séminaires, c'est-à-dire tout simplement des écoles pour former les prêtres. Oui. Alors, il va y avoir un ecclésiastique, je crois, c'est Charles Borromée, archevêque de Milan. Archevêque de Milan, qui crée, le cardinal même, qui crée le premier séminaire à Milan. En 1566. Oui, c'est ça. En 1566. Oui. Ensuite, en France, c'est Reims qui est construit le premier. La ville des Sacres. La ville des Sacres. C'est le cardinal de Lorraine qui fonde le séminaire de Reims. Et puis là, je viens d'aller rechercher, parce que ça, je n'ai pas mis dans le livre, mais je cherchais ensuite, c'est Pont-à-Mousson. Ah oui, dans Lorraine, toujours au XVIe siècle. Bordeaux, Valence, Aix-en-Provence, Avignon, Toulouse, Rouen, Rodez. Et Besançon arrive enfin, probablement 10e, 11e place. Alors, mais voilà, pourquoi est-ce qu'il faut 100 ans entre le Concile de Trente et Besançon? Mais je vous ai dit, à cause des guerres et à cause de la... Et puis quand on construit quelque chose à Besançon, il faut demander l'autorisation à la gouvernante des Pays-Bas, qui demande l'autorisation au roi d'Espagne. Il faut... Bon, voilà, ça prend un certain temps. Et c'est pour ça que enfin Antoine Pierre Ier de Gramont peut construire ce séminaire. Alors, en quelle année précisément, Bénédicte Baudouin, la première pierre de ce grand séminaire de Besançon est-elle posée? La première pierre est posée le 13 juillet 1670, et en commençant par la chapelle. Alors c'est ça qui m'amuse aussi, c'est que on crée des séminaires, on crée des écoles, mais on n'invente pas du tout de plan. Architecturalement, ça ressemble à un cloître. Ça ressemble à une abbaye avec son cloître central. Oui. Alors, ouvert sur la rue, la chapelle, et derrière, une cour carrée, qui va être très vite agrandie. Aujourd'hui, elle est rectangulaire, et puis elle va se prolonger par des ailes. Mais enfin, on n'invente pas de plan. Et ça explique aussi la difficulté pour les séminaires de se mettre en place, c'est que les parents sont aussi réticents. Jusque-là, les prêtres vivaient dans la ville. Oui. Dans des appartements, oui. Voilà, oui. Chez les uns, chez les autres, dans les presbytères. Oui. Mais les parents avaient tout à fait peur d'envoyer leurs garçons au séminaire. Ils allaient avoir une règle comme dans les couvents. Oui, bien sûr. Et ça, c'était une certaine réticence aussi. Donc on peut dire que c'est Pierre-Antoine Ier de Gramont qui a créé le premier séminaire de Besançon. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler le Borromée de Franche-Comté, parce que non seulement il crée le séminaire, mais il va réformer tout le clergé. Il faut dire aussi que le chapitre de chanoines était divisé à Besançon. Il y avait les papistes et les royalistes. C'est-à-dire les papistes, c'est ceux qui auraient voulu que l'église de Besançon entre dans le droit commun. C'est-à-dire que le pape nomme l'archevêque. Mais là, l'église de Besançon avait le droit, depuis le XIVe siècle, de nommer son propre archevêque. Et c'est cela qu'on va appeler les royalistes. Et quand Antoine Pierre Ier de Gramont arrive là, eh bien le chapitre, il est divisé en deux. Alors, il est élu à l'unanimité, mais par la moitié du chapitre qui lui est favorable. Bon. Et alors, en plus, il est sacré de nuit dans la crypte de l'abbaye Saint-Vincent, aujourd'hui l'église Notre-Dame.
La nuit à 2 heures du matin. Ah oui. Tellement les rivalités sont virulentes très fortes, oui, entre les... Mais clandestinement, j'allais dire presque. Oui. Clandestinement, tout à fait. Alors après, il va arriver à calmer les choses, justement, en tant que Borromée de Franche-Comté, il va réformer ce clergé, il va apaiser tout ça. Mais voilà, les débuts étaient difficiles quand même. Oui. Alors, il y a eu Pierre-Antoine Ier de Gramont, mais il y a eu d'autres de Gramont qui ont... Alors après, oui, il se succède d'oncle en neveu. Il y a François-Joseph de Gramont. Et puis Antoine-Pierre II. Antoine-Pierre II, c'est touchant parce qu'il était fils unique et que les parents n'avaient pas du tout envie qu'il entre dans les ordres. Et il avait embrassé la carrière militaire, mais il est prisonnier une première fois, laissé pour mort et prisonnier, et puis rentre en France. Il se rétablit, il repart à la guerre et voilà que son cheval est tué sous lui. Et là, il est rentré dans les ordres. Voilà. Mais c'est vraiment ces trois Gramont fondateurs qui ont laissé une trace. Oui, et puis ont apporté leurs finances aussi, parce qu'il fallait financer la construction. C'était des grandes familles aristocratiques. Et c'était leur fortune, tout à fait. Bien sûr, toute leur fortune qui était dévolue à la construction et à l'évolution de ce grand séminaire, en quelque sorte. Oui. Voilà. Oui. On va marquer une courte pause et puis nous reviendrons, bien sûr, sur les grandes dates de ce grand séminaire de Besançon dans son histoire. Quand le passé se fait présent, les rendez-vous de l'histoire, Jean-Paul Maigret sur RCF. Eh bien, précisément, l'histoire est au rendez-vous dans cette émission puisque nous évoquons une histoire du grand séminaire de Besançon des origines à nos jours avec Bénédicte Baudouin, historienne. Bénédicte qui vient de publier en collaboration avec Clarisse Henriot-Collin « Il était une fois, FOI, le grand séminaire » avec une très belle photo du grand séminaire de Besançon sur l'ouverture dans la rue Mégevant, Bénédicte. Oui, et c'était pas si simple parce que imaginez ce portail opaque comme aujourd'hui, mais après il fallait franchir toute une série de portes opaques. Aujourd'hui on a mis des portes transparentes qui s'ouvrent plus ou moins devant vous comme ça, mais c'était très isolé de la rue. Hein. Bien sûr. Très très isolé. Oui. Alors il faut rappeler que cette rue Mégevant était aussi avec beaucoup d'institutions religieuses et beaucoup de oui. Et de vendeurs d'objets de oui, très différents d'aujourd'hui, oui, où elle est très austère. Alors nous arrivons donc le XVIIIe siècle, tout se passe à peu près bien pour notre grand séminaire, mais 1789, les États généraux à Versailles, 1790, la constitution civile du clergé. Est-ce que le grand séminaire de Besançon va être particulièrement affecté par les lois révolutionnaires de cette époque, Bénédicte? Et forcément, comme tous les ordres religieux, aussi bien les sœurs hospitalières que les... Bon, parlons des sœurs hospitalières puisque c'est la même fondation que Antoine-Pierre Ier de Gramont. Enfin, c'est l'hôpital et le séminaire. Oui, elles doivent abandonner leur costume. Ici, ils doivent abandonner la soutane et les séminaristes sont renvoyés chez eux. À l'état civil, en quelque sorte. Ah oui, et le séminaire ferme.
Complètement. On prend alors un malin plaisir à y installer, par exemple, des sociétés de femmes dans ce monde d'hommes. Oui. Et puis on sait aussi que pendant la Terreur, le séminaire était une prison pour les prêtres réfractaires, justement. C'était une prison. Voilà. Oui. Mais ça dure pas bien longtemps, puisque en 1805, après le Concordat, le séminaire rouvre et tout va bien. Et c'est là qu'on a des chiffres incroyables de promotion d'ordination. De vocation sacerdotale. Ah oui, c'est à ce moment-là, par exemple aussi, au cours du 19e, qu'on va obliger les séminaristes passent 4 années au séminaire. Ils ont fait normalement 2 années au séminaire de philosophie de Favernet, de Vesoul. Après, après 1905, ce ne sera plus que Favernet. Mais enfin, il y a 2 années de philosophie et ensuite on vient au grand séminaire pour faire 4 années de théologie. Et oui. Bon, alors, ces 4 années, la première année, vous êtes pensionnaire sur place, mais les autres années, vous êtes en ville, logé dans différentes pensions. Donc ça, le cardinal Mathieu puis Pressini ont souhaité quand même que tous les séminaristes reviennent au séminaire, et c'est ce qui explique aujourd'hui toutes les chambres qui sont en mansarde sur le toit. Il a fallu rapatrier tout le monde. Et quand je dis tout le monde, on est très nombreux. Alors là, j'ai pris des chiffres. Par exemple, on sait que en 1931, par exemple, là c'est déjà un peu tard mon chiffre, mais on avait 157 élèves inscrits en théologie. On a des promotions d'ordination qui oscillent entre 35 et 40 élèves, 40 prêtres qui sont ordonnés par an. Notamment, alors j'ai fait un tableau justement dans ce livre où on voit qu'il y a déjà la moyenne est quand même très élevé parce que les petits chiffres sont rares. Mais enfin, on a 2 pointes. Entre 1873 et 1879, on a plus de 40 ordinations par an. Puis de nouveau un pic autour de 1936-37 où on en a 47, 52. Oui, enfin, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Oui. Donc vous imaginez... il faut loger tout ce monde. Il faut loger tout ce monde. Et puis bon, ça fait quoi? En gros, ça fait 60 élèves par an, par année. Oui. Donc 6 x 4, 24. Ça fait entre 150 et 250 élèves qui occupent le séminaire. Enfin, c'est énorme. On a perdu ces chiffres-là. 1936, 52 ordinations. Oui. Donc tout le 19e siècle, on peut dire que les vocations sacerdotales sont très importantes, de toutes les familles de la Franche-Comté, même dans les familles modestes. Même les familles modestes. Je dirais que les familles modestes sont heureuses aussi d'avoir un prêtre dans leur famille. Oui, c'est une certaine fierté. Et puis du coup, elles donnent, elles font don de vignes, de fermes, de forêts. Et encore aujourd'hui, c'était vraiment fait pour l'entretien des séminaristes. Et ça existe toujours aujourd'hui. C'est comme ça que l'association Gramont-Comté peut gérer ces forêts, ces fermes. Et c'est ce qui nous permet de faire un programme culturel. Oui, c'est ça. Enfin, grâce à ces dons, à ces legs. Grâce à ces dons, à ces legs, qui vont se poursuivre. Et c'est amusant parce que malgré la Révolution, malgré les événements de 1905 dont on va parler, on en reparlera, les dons, cette association existe. Les dons ont été maintenus. C'est tout de même assez... Et ça, je crois que c'est assez spécifique à Besançon. Oui. Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est, je dirais, l'emploi du temps d'un séminariste en 1878, que vous notez. Et d'ailleurs, c'est très bien fait, cet ouvrage, parce qu'il y a des petits apartés. 1878, vous vous rendez compte, on se lève à 5 heures du matin, ici, rue Mégevant, au Grand Séminaire de Besançon. Voilà, moi... 5 heures du matin et puis 5h30 le dimanche et les jours fériés. J'ai calculé qu'on passait en gros 7 heures à la chapelle aussi. Donc tout se déroule à la chapelle ou s'il y a une petite chapelle non, ça se déroule à la chapelle et il devait avoir froid parce qu'il n'y avait pas de chauffage à ce moment-là. Et d'ailleurs les prêtres âgés d'aujourd'hui me disent on a installé des autels dans la cave. Mais alors ça, je sais pas très bien à quel moment, mais comme c'est cimenté, je pense que c'est au moins après 1930. On a installé des autels dans la cave, on avait beaucoup moins chaud l'hiver pour célébrer là. Faut vous dire aussi que la concélébration n'existait pas. Bien sûr. Donc
chaque professeur, on disait directeur, chaque directeur, oui. Voilà, mais c'est directeur de conscience, hein, oui, en fait. C'est ça, oui. Chaque directeur devait célébrer sa messe, il fallait multiplier les autels, il suffisait qu'un séminariste assiste à la messe pour qu'elle soit valide. Donc ça s'est fait beaucoup dans les caves. Mais vous voyez, on se lève, on fait son lit, on va à la... Un petit déjeuner très frugal quand même. Oh oui, mais avant le petit déjeuner, il s'est passé au moins 2 heures depuis que vous vous êtes levé. Enfin, c'est pas... Donc il y a des prières il y a des prières, voilà. Des messes tout de suite, oui. Des messes, et enfin on peut petit déjeuner. Puis le petit déjeuner, il est frugal, hein. Oui. Donc toute la matinée, à la fin du 19e siècle, c'est comme ça, il y a des cours. Alors, il n'y a pas, ce qui m'a frappé dans votre ouvrage, Bénédicte Baudouin, c'est qu'il n'y a pas d'amphithéâtre, il n'y a pas de salle de cours. Voilà, moi ça m'avait étonné aussi parce que, bêtement, je pensais qu'un séminaire étant une école pour former des prêtres, il y aurait des salles de cours. Exactement. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a ce qui est fondamental, c'est la salle des exercices, c'est-à-dire des exercices spirituels. Qui est une grande salle où tout le monde, c'est vraiment la salle de la communauté. Quand on a quelque chose à dire, quand le supérieur a quelque chose à dire, on se réunit là. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un plan, j'ai vu que chacun avait une place attitrée. Oui. La chaire face au banc, les directeurs perpendiculaires aux élèves, et c'est là que se prennent les grandes décisions du séminaire. Puis ensuite, il y a une salle de théologie, une salle de dogme. Oui. Bon, une salle d'études par-ci par-là, mais c'est vraiment pas... Oui. Non, on travaille dans sa chambre, on travaille à la bibliothèque. Et... C'est souvent, ce qui me frappe aussi, c'est souvent, Bénédicte, un travail personnel que doivent accomplir ces séminaristes. Oui, et ils doivent écrire, ils doivent rédiger, ils doivent lire. Ils doivent lire beaucoup de livres. Il faut qu'ils s'habituent à lire le bréviaire tous les jours après. Donc finalement, c'est un long apprentissage. Oui. Et puis l'imitation de Jésus-Christ, alors ça, ils doivent le lire. Hein. Ça oui. Mais... bah oui, vous avez vu, j'ai trouvé une liste de lectures à faire pendant les repas. Si, on insiste aussi beaucoup. Est-ce que les repas sont en silence Voilà, j'allais vous dire, on insiste beaucoup sur le silence. Oui. Partout le silence. Oui. Partout, chaque chose doit se faire en silence, sans précipitation. Oui. Vous êtes vous avez assisté à la messe, vous y restez un peu. Plus vous êtes âgé dans les années, plus vous êtes censé y rester un petit peu. Voilà. Oui. On a l'impression quand même qu'on. Mater serait peut-être sûrement un gros mot, mais il y a une certaine discipline. Il y a une forte discipline. Une forte discipline. Oui. Hein, on n'est pas dans le contingent, on n'est pas dans l'armée, mais c'est quand même une discipline quasi militaire. Maintenant, c'est l'époque aussi. Oui, c'est l'époque qui veut ça. Voilà, mais quand même, on voit que les jeux sont réglementés. Oui. J'ai trouvé aussi que les séminaristes n'avaient pas le droit de faire d'escalade. Oui. Il faut croire qu'un jour, il y a eu un accident. Pas de jeu de cartes. Pas de jeu de cartes. Ça, c'est dans le règlement d'Antoine Pierre II. Et ça, encore à la fin du 19e siècle. Hein. Mais oui. Et c'est pour ça que quand j'ai trouvé des photos où il y avait un ballon, un panier de basket dehors, ça veut dire ça y est. Interdit d'aller dans les balles, dans les réceptions, dans la vie mondaine, ça c'est interdit. Voilà. Oui. Ah oui, c'est très très précis. Très très précis. Est-ce qu'il y a, je dirais, quand un séminariste, quand un jeune arrive dans un séminaire, est-ce qu'on lui fait signer, je dirais, un contrat, en quelque sorte? Le père Jacasse que j'avais connu m'avait bien expliqué ça en me disant on n'a pas dit ça, mais s'il y a des grands séminaires, c'est qu'il y a des petits séminaires. Ah oui, on en reparlera. Donc vous êtes un garçon, vous allez dans un petit séminaire, c'est finalement une école privée de garçons. Tout simplement. Alors, dans les années, ça varie au cours des âges pas mal, mais dans les années 30, on a le séminaire de Consolation, le séminaire de Luxeuil, le séminaire de la maîtrise, de Mèche. Oui. Voilà. Faverney aussi. Alors Faverney, non, c'est déjà l'étape au-dessus. Oui. Vous avez envie, la vocation vous dit quelque chose, vous allez aller à Faverney, au séminaire de philosophie. Voilà. Ouais. Mais on va vous poser la question, est-ce que vous êtes d'accord pour continuer? Et puis, à la fin du séminaire de philosophie de Faverney notamment, vous avez ce qu'on appelle la prise de la soutane. C'est ça. Et cette prise de la soutane, elle est réfléchie là aussi. Et puis, vous voulez continuer, eh bien, vous allez aller au grand séminaire à Besançon. Et là, on va encore vous poser la question. Oui. Voulez-vous continuer? Voulez-vous arrêter? C'est pas une prison. Oui, c'est pas une prison. Non. Et il y a une retraite en arrivant au grand séminaire qui est très importante. Et là aussi, vous vous décidez, oui ou non, à poursuivre. Oui. Mais d'ailleurs, on voit bien que
les chiffres, on voit bien qu'il y a l'euphorie du 19e siècle et puis qu'après les chiffres diminuent, les guerres. Bon, on en reparlera dans la prochaine émission. Voilà. Donc, on peut conclure là-dessus, Bénédicte Baudouin, avant d'arriver donc dans la prochaine émission à une date très importante pour l'Église, c'est la séparation de l'Église et de l'État, 1905, et puis les inventaires en 1906. Besançon a été particulièrement affecté par cela. Donc, je rappelle votre ouvrage, Il était une fois le grand séminaire, une histoire de ce grand séminaire, le centre diocésain maintenant, qui s'appelle Pierre-Antoine Ier de Gramont, voilà. Ce centre diocésain. Et puis cette maison de retraite Saint-Joseph. C'est un ouvrage que vous venez de publier sous votre signature, Bénédicte Baudouin, avec la collaboration de Clarisse Henriot-Collin. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer donc d'évoquer cette évolution du grand séminaire à partir de 1905. D'accord.